Bienvenue dans notre webinaire du jour, inondation et submersion en Occitanie. Ce webinaire fait partie d'une série que nous organisons depuis le mois de septembre. Une série que nous avons intitulée Les défis de l'eau en Occitanie, données multisources, méthodes et services. Organisée par l'animation régionale thématique, on va dire ART, en Occitanie, avec donc porté par l'infrastructure de recherche Dataterra et le concours ici des pôles de données et services TEIA pour les surfaces continentales et Audatis pour les océans, pour justement se focaliser sur ce continuum terre-mer, l'interface littorale. Également en partenariat avec des acteurs de l'ART Occitanie, OpenIG, le CEREMA et la Maison de la télédétection à Montpellier. Donc dans le chat, vous avez l'URL du site web Audatis. Vous retrouverez la même chose sur le site web TEIA, avec sur cette page dédiée à cette série de webinaires, les supports de présentation et les enregistrements des précédents webinaires. Donc, on s'est attaché à vous représenter le cycle de l'eau de l'amont à l'aval, et c'est ce qui sera notre fil conducteur également aujourd'hui, pour des questions de recherche en hydrologie, de gestion du cycle de l'eau. On a eu une première session introductive qui a également parlé du risque d'inondation. Ensuite, la qualité de l'eau en Occitanie, l'eau et les sols pour l'agriculture, la problématique de la sécheresse, aujourd'hui inondation et submersion, et le tout dernier dans un tout petit mois, ce sera la climat et température de l'eau en Occitanie, donc là pour parler sur de longues séries temporelles d'observation sur des séries climatiques. Je laisse la main dans 3 petites phrases à Isabelle Biagiotti, responsable des ART, pour introduire nos 3 intervenants, et sans s'oublier de vous présenter Laurette Marcoux, qui est aux manettes donc pour toute l'organisation et la coordination de ces webinaires. Elle synthétisera nos échanges et relèvera les questions dans le chat. Merci Laurette, merci à tous les participants, et Isabelle, je te passe la main. Merci. En fait, je vais pas beaucoup. L'important, c'est quand même de passer aux présentations, mais on va d'abord écouter Frédéric Ponce du CEREMA, donc un expert en hydraulique et sur les questions à la fois d'inondation et d'aléas côtiers. Et donc, il va nous parler de la cartographie des zones inondables avec des approches automatiques. Voilà, donc c'est une approche très appliquée, enfin, c'est ce qu'on nous imagine. Et parce que le lien dans tous ces webinaires, c'est bien de mettre en avant des méthodes matures et des expériences concrètes d'utilisation des données pour suivre notre environnement. Voilà. Bonjour, donc Frédéric Ponce, je travaille au CEREMA, mais pas basé à Toulouse, je suis basé à Aix-en-Provence. Je travaille sur les aléas inondations depuis un certain temps, et je ne vais pas forcément beaucoup me présenter, mais je vais essayer de vous présenter plutôt la méthode qu'on a appelée Cartino 2D, qui permet de traiter, de cartographier des zones inondables avec des approches semi-automatiques, et qui cherche à travailler à différents niveaux de résolution, à la fois très local ou des niveaux départementaux, régionaux, nationaux et pourquoi pas à l'international. Donc notre méthode Cartino 2D, dans la cartographie des zones inondables, on peut un petit peu séparer entre 2 types de cartographie. Les zones inondables sur des têtes de bassin versants, c'est souvent une thématique où les gens qui appellent ces éléments-là du ruissellement. Donc là, on est sur une tête de bassin versant
c'est un contour qui est à Grabel. Donc Grabel, c'est à côté de Montpellier. C'est un petit bassin versant de 5 km² qui a été fortement touché par les crues en 2014. Et vous avez aussi des débordements de cours d'eau. Donc là, on est sur un petit cours d'eau, mais ça pourrait être des plus gros cours d'eau. Donc là, c'est sur la Brague, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le département du Var. Et en fonction de l'un ou l'autre, on ne va pas forcément injecter les mêmes choses pour forcer. On va travailler sur un modèle numérique de terrain. Mais là, on va injecter à gauche de la pluie et à droite, on va injecter plutôt des débits à différents endroits. Voilà, donc ça, c'est les deux objectifs de Cartino 2D, c'est d'arriver à traiter les deux données sans les séparer et que on vienne compléter les parties amont avec du forçage de pluie et les débordements de cours d'eau avec du forçage de débit. Notre objectif, c'est d'automatiser des calculs. Donc aujourd'hui, on dispose quand même de grandes bases de données. On a des bases de données, alors sur l'hydraulique, quand on fait de l'hydraulique et de la cartographie, la topographie est quand même primordiale. Après, la pluie et les débits sont des choses très importantes. Et ensuite, on a un fort besoin de connaissance de l'occupation du sol de manière assez précise. Et donc, nous, la méthode, en fait, ça a été d'automatiser un petit peu le travail qui est souvent chronophage de réalisation de modèles hydrauliques à partir d'outils informatiques que vous avez listés là, qui nous permettent d'automatiser, en fait, un petit peu tout le travail. Alors, on a différentes échelles de restitution. Donc, dans notre méthode, on va travailler avec différentes résolutions. Donc, on va travailler par exemple avec des résolutions pas de 25 mètres, des résolutions pas de 5 mètres, et puis après, on va travailler avec des maillages qu'on appelle déstructurés, qu'on appelle maillage déstructuré en hydraulique, c'est qu'on va faire des maillages aux éléments finis, donc c'est des petits triangles qui vont être très denses dans les zones inondables, pré-identifiées inondables, et moins denses ailleurs. Et donc, toutes ces échelles peuvent s'enchaîner, mais des fois, on peut s'arrêter à des échelles de 25 mètres. Vous avez, par exemple, un exemple sur le secteur côtier sud de la région Occitanie, entre les PO et l'Aude, et vous avez un exemple avec un zoom un peu plus précis sur un secteur de Montpellier, voilà, à gauche. Alors, sur la résolution, bien sûr, c'est un impact. Hein. Là, on est sur un secteur des Calanques à Marseille. Quand vous avez une résolution de restitution d'hydraulique au pas de 25 mètres, vous avez quelque chose qui est pixelisé. Si vous travaillez à 5 mètres, vous avez quelque chose qui est plus fin. Et si vous travaillez en déstructuré, vous voyez que sur des secteurs là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en haut à gauche, vous aviez une grosse patate. Après, au fur et à mesure, quand on a la topographie et quand on rentre de l'occupation du sol sur la différence entre des routes et des bâtiments, on peut voir un réseau de rues qui commence à apparaître. Voilà. Donc là, on est sur l'impact de la résolution. Je ne vais pas rentrer dans... Le temps est assez court, mais je ne vais pas rentrer dans tout ce schéma. Je laisse pour ceux qui seraient plus intéressés par la suite. Et je veux juste focaliser sur les bases de données. Donc aujourd'hui, sur les bases de données, on a un fort besoin de qualité sur les modèles numériques de terrain, mais on peut travailler sur des modèles numériques de terrain un petit peu dégradés, au pas de 25 mètres. Donc aujourd'hui, au niveau mondial, on peut avoir des données qui permettent. On a besoin de sectoriser notre territoire, donc c'est de découper en petits secteurs sur lesquels on va pouvoir injecter de la pluie ou du débit. On a des besoins de bases de données locales, donc comme des ouvrages hydrauliques. On a besoin de bases de données de pluie ou de débit. Des sections de contrôle, c'est juste pour vérifier que nos débits sont bons, mais on a aussi besoin de bases de données d'occupation du sol. Et j'essaierai un petit peu de focaliser là-dessus aujourd'hui. Alors les bases de données MNT, c'est la priorité. Il y a dans les MNT un certain nombre d'endroits où c'est quand même assez important. En hydraulique, il y a des points clés. C'est-à-dire que là, vous êtes sur une grosse voie routière à dimension autoroutière, et vous voyez que l'infrastructure fait des blocages avec des cuvettes qu'on voit en amont. C'est des choses où il faut intégrer des ouvrages hydrauliques. Si on n'intègre pas les ouvrages hydrauliques, on aura des perturbations, des résultats hydrauliques qui sont assez faussés. Donc, si on veut travailler finement, on est obligé d'intégrer des ouvrages hydrauliques. Et donc, pour ça, on a utilisé un concept de l'hygiène, qui est la zone potentielle de pont. On essaie d'analyser les zones potentielles de pont, et si on travaille avec des collectivités locales ou dans le cadre d'études locales pour l'État, on va venir intégrer des ouvrages hydrauliques. Quand on parle d'ouvrages hydrauliques, là, vous avez un secteur de Marseille. Là, vous avez à peu près 5000 zones potentielles de pont sur un secteur qui est quand même relativement étroit. Donc, je vous laisse imaginer en France la quantité de données qui serait nécessaire pour avoir une approche très fine partout en France. Et là, vous avez par exemple un exemple des ouvrages qu'on avait intégrés sur des secteurs à Marseille.
Sur les pluies, on intègre aussi différents types de pluies. On peut intégrer des pluies type scénario, statistique. On peut aussi faire des rejets de pluie. Donc là, vous avez à droite une pluie spatialisée qui était tombée à Saint-Gilles. Donc, c'est des pluies qui nous sont fournies par Météo France ou des acteurs privés qui nous permettent en fait privé ou public, pardon, qui nous permettent de retravailler, de retester nos méthodes pour voir si nos résultats correspondent peu ou prou à quelque chose qu'on a observé. Et enfin, on travaille aussi sur l'occupation du sol. Donc, vous voyez en haut à droite différentes couleurs avec l'occupation du sol. Donc, nous, on va travailler sur des bases de données, dont celle de l'IGN, quand on travaille sur la métropole, sur l'Hexagone et en France complète même. Et ces bases de données, elles vont nous permettre de voir que, par exemple, vous avez en haut à droite, on va dire que les routes, il va y avoir beaucoup moins de frottement sur les routes que sur des bâtiments. Il va y avoir moins de frottement sur les routes ou sur les parkings que sur des forêts. Donc ça va être un élément par rapport au frottement. Et on va l'utiliser aussi avec le, pour calculer la pluie qui coule réellement. C'est-à-dire que vous avez un petit graphe là, que je vous fais passer. En science, c'est la pluie qui tombe, et en magenta, c'est la pluie qui coule. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a une partie de l'eau qui tombe qui va être infiltrée dans le sol. Et donc ça, à partir des bases de données d'occupation du sol, on va essayer de dire que un bâtiment ou une route va très peu infiltrer. Par contre, une forêt va beaucoup plus infiltrer. Et donc entre les deux, on va donner une gamme de couleurs pour travailler là-dessus. Alors, sur ces sujets d'occupation du sol par rapport à l'impact en fait et la réalisation de pluies nettes par rapport aux pluies brutes, on a des besoins aussi de qualité de données pédologiques qui aujourd'hui sont, à mon avis, pas disponibles à l'échelle de la France. On a des réactions de certains sols qui peuvent être très dépendants des cultures et de la saison. Donc pour ça, on essaye de travailler avec le référentiel parcellaire graphique, en fait, donc tout ce qui est remonté des agriculteurs par rapport à la PAC. Et aujourd'hui, on est dans des sujets aussi de modification de la qualité du sol ou des modifications rapides. Il y a des incendies dans un contexte de changement climatique. Alors, on a travaillé sur un projet qui s'appelle P4UF, qui est un projet qui travaille en fait sur le secteur de Gravel, j'en ai parlé tout à l'heure, où l'objectif à partir de données satellites, c'est de voir l'évolution dans le temps d'un territoire. Et notre objectif, ça va être de voir si cette évolution dans le temps d'un territoire a des implications sur les emprises des zones inondables et sur leur intensité. Donc ce territoire-là, il a été choisi parce que nous avions déjà réalisé des calculs, mais c'est un territoire intéressant parce qu'il a subi plusieurs inondations, une en 2014 qui a été vraiment majeure. Il a aussi subi un incendie en 2017, donc on a eu 160 hectares brûlés, donc sur un bassin versant qui est pas très très grand, qui est de 5-6 km². Donc on voit on peut avoir un impact et qui sera intéressant d'analyser. Donc notre objectif, c'est dans ce travail-là, c'est d'avoir une évolution spatio-temporelle en fait de l'aléa inondation qui est fonction de l'évolution spatio-temporelle aussi de l'occupation du sol. Et là, vous voyez à gauche un travail qui est la combinaison du travail des différents acteurs du projet pour essayer de voir l'occupation du sol à finish. Dans les post-traitements, là je vous l'ai fait voir, c'est de regarder en fait la pluie qui tombe en cyan, la pluie qui coule en magenta, et qu'est-ce que ça donne en fait sur des sections de contrôle, donc en termes de débit. On peut post-traiter nos résultats de manière un petit peu 3D pour voir un petit peu qu'est-ce que ça représente en termes de résultats et quelles sont les emprises et en termes de communication. Et après, au-delà de la communication, on cherche souvent à évaluer nos résultats. Donc en hydraulique, pour évaluer les résultats, on va chercher à comparer nos emprises et nos hauteurs avec des zones qui ont été touchées ou avec des hauteurs d'eau qu'on a pu mesurer. Donc là, vous avez sur le secteur de Gravel différents types de données comme des PHE, donc c'est les plus hautes eaux, donc c'est des cotes d'eau qui ont été mesurées. Vous avez dans les étoiles, c'est les interventions de pompiers pour voir si les pompiers sont intervenus aux endroits où il y a eu des inondations. Et les petits points bleus, c'était tous les retours en fait qui ont été faits par les sinistrés à la mairie suite à l'inondation de 2014. Donc ça, c'est des évaluations assez classiques. Et aujourd'hui, on cherche beaucoup plus à s'approcher des pompiers pour avoir des éléments plutôt temporels. Sur des parties amont, en fait, on travaille sur le ruissellement. J'ai moins parlé aujourd'hui des parties des grands cours d'eau et des débits. On a
assez peu d'informations au final qui est disponible et l'information disparaît très vite après l'événement. Et donc là, vous avez sur une image que je vais essayer d'arrêter au milieu, euh, donc la pluie qui tombe, la pluie qui coule en magenta, et vous allez voir en fait à gauche et à droite, au fur et à mesure, les réseaux en fait d'écoulement qui apparaissent. Et vous avez avec les petites étoiles, ce sont les gens qui appellent les pompiers. Donc le redatage est identique, j'ai arrêté la vidéo pour poser un petit peu le problème. Donc vous avez en bas à droite une image qui tourne toutes les 5 minutes. Donc là, c'est la donnée qui est rejouée sur un événement de pluie qui était réel. Et donc vous voyez en fait l'inondation se propager et les gens qui appellent. Et là, vous allez voir le bassin commence il y a un bassin de rétention sur ce secteur-là qui commence à saturer. Et vous allez voir en fait apparaître énormément d'appels aux pompiers tout le long du petit cours d'eau principal. Je dis bien petit cours d'eau, c'est un cours d'eau de 5 km². Voilà. Et donc là, au fur et à mesure, vous avez un nombre d'appels importants qui arrivent au niveau des pompiers. Voilà. Donc, si on focalise un petit peu sur ce qu'on utilise, j'ai parlé de la topographie, j'ai parlé de la pluie, j'ai parlé des données en fait qu'on utilise pour le frottement, BD topo, BD foncier, BD parcellaire, l'OCSGE, l'OpenStreetMap, des MOS, des données d'Urban Atlas. Voilà, donc l'objectif sur ce secteur-là, ça va être de retravailler aussi avec les données du projet P4UF. Tout ça, c'est vraiment des données qui sont majeures pour, au fur et à mesure, améliorer notre travail de cartographie. Et on a le même type de résultats sur d'autres territoires. Donc là, si on compare en fait sur un secteur qui a été touché en 2021, je ne sais pas s'il y en a certains qui étaient dessus, mais il y avait eu une coupure entre l'autoroute entre Nîmes et Montpellier. Et donc là, ben, c'est pareil, on essaye de comparer en fait avec des éléments qui sont assez complexes. Vous voyez que sur ces secteurs-là, il n'y a pas d'urbanisation, donc connaître l'évolution ou la dynamique, c'est compliqué. Et là, vous voyez en fait apparaître des positionnements de pompiers, donc c'est du prépositionnement. Et au fur et à mesure, ben, vous voyez les inondations se propager. Vous allez voir à un moment que l'autoroute, en fait, il y a un verrou hydraulique au niveau de l'autoroute, et donc l'écoulement se fait le long de l'autoroute. Et donc, vous voyez le camion là qui passe. Le camion, il est sur ce secteur-là et il va longer toute l'autoroute qui est inondée. Donc là, on est sur la partie où les écoulements qui sont sur l'autoroute reviennent en fait, repartent de l'autoroute. Donc on a ce type de, de résultats qui sont possibles d'analyser, même si c'est pas évident de sortir des statistiques à partir de ces éléments. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, j'avais une première question qui était un peu peut-être le lien entre ce travail que vous faites et puis peut-être les collectivités. Est-ce que est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les conditions de collaboration, les conditions d'accès à ce genre de résultats? Alors aujourd'hui, en fait, le CEREMA est impliqué dans différents projets. Donc, Olivier parlera des projets NRPX et Muffin. Donc, on a des implications dans le cadre de ces projets. On a des implications au niveau des services de l'État. Donc, on a travaillé pour la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault. Donc, aujourd'hui, il y a un porte à connaissance du PPRI de Montpellier, porte à connaissance des aléas inondations sur Montpellier qui a été réalisé avec une méthode Cartino 2D, mais très fine. Et on travaille aussi pour l'État à niveau national. On va essayer de réaliser une carte nationale des inondations avec cette méthode-là, qui devrait être partagée. Et après, on a des actions avec des collectivités locales. Donc aujourd'hui, on est impliqué dans une action en Occitanie au niveau du PAPI 3 du Vistre sur le secteur de Nîmes, entre Nîmes Métropole, la ville de Nîmes et le syndicat, le PTP Vistrinc. Et on a aussi une convention en cours sur la métropole Aix-Marseille, où nous réalisons ce type de carte. Alors, en fonction des commanditaires, on n'a pas forcément les mêmes besoins, c'est-à-dire qu'à des endroits, on va travailler plutôt pour de la carte de prévention, c'est-à-dire que ça permet en fait de gérer l'urbanisme.
Pour les collectivités, il y a un fort besoin aujourd'hui aussi de travailler sur des actions de gestion de crise. Olivier en parlera sans doute mieux que moi, mais voilà, l'objectif, c'est non plus de dire attention, il va pleuvoir et il y aura tel débit, mais ça va être de dire attention, il va pleuvoir, il y aura tel débit et il y aura aussi ces enjeux-là qui vont être touchés. Et pour détecter les enjeux qui vont être touchés, c'est d'arriver à avoir une zone inondable qui est comment dire, des atlas de zones inondables qui soient prédisponibles avant l'événement. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup pour cette première réponse. Bonjour, y a-t-il une stratégie court, à moyen ou à long terme pour diminuer l'impact des inondations? Alors, ça dépasse un petit peu ma présentation, mais bien sûr qu'il y a des stratégies pour diminuer les inondations, c'est-à-dire qu'il y a des feuilles de route en fait du ministère. Il y a le développement en fait de la politique de la GEMAPI. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de collectivités qui sont en charge de la gestion de l'eau, du milieu aquatique et de la prévention des inondations. Donc, on va dire qu'il y a des fortes actions en France. Alors, on va dire à tous les échelons, hein, au niveau européen avec la directive inondation, au niveau français avec des actions à la fois sur des plans de prévention des risques, mais aussi tout ce qui est réseau Vigicru. Et il y a des actions au niveau plus locaux avec ce qu'on appelle dans le jargon les GEMAPiens, donc toutes les collectivités qui gèrent en fait sur leur territoire des actions diverses, en particulier dans ce que j'ai cité tout à l'heure, les programmes d'action de prévention des inondations, qui ont différents volets à la fois de protection, de connaissance du risque, de prévision des inondations à des échelles locales, de culture du risque avec énormément d'actions aujourd'hui qui se passent pour informer la population et en particulier aller dans les écoles expliquer ce que c'est les inondations. Donc voilà, il y a beaucoup de démarches et en particulier si on discute en Occitanie, il y a des démarches type à l'abri qui sont quand même aujourd'hui bien poussées. Donc il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont menées sur ces sujets. Merci beaucoup. Je vois une autre question. Quelle relation avec Predict Service est-il prévu un interfaçage avec leur service? Alors, Predict Service, c'est une entreprise privée avec laquelle il nous arrive de collaborer, donc ce sont des collègues. Donc oui, il peut y avoir des interfaçages, c'est-à-dire que s'il y a des cartes qui sont produites, bah, eux, ils pourront les intégrer dans leurs données. Puis en fait, Predict Service, ça a été aussi pour nous des commanditaires de calcul de zones inondables à l'étranger. Donc voilà, il y a des fortes relations entre Predict Service et le CEREMA. On a eu des projets en fait financés par l'Agence spatiale européenne pour en fait commencer à réaliser des early warning systems, donc des systèmes de prévision des crues sur des territoires qui sont moins bien couverts que nous. Donc par exemple, on avait travaillé sur tout ce qui était l'océan Indien avec les équipes d'Alix Roumaniac. Merci beaucoup. Alors, je vois une autre question. Que les MNT issus du LIDAR HD seront utilisés? Alors là, en fait, dans la donnée, je ne l'ai pas forcément écrit, mais oui, l'image que vous voyez, c'est du LIDAR HD qui a été traité par le CRMA là. Donc c'est pas du MNT IGN, c'est-à-dire que c'est un MNT créé à partir des nuages de points classifiés du LIDAR HD de l'IGN. Voilà, donc oui, on l'utilise. Et donc là-dessus, on a des actions assez fortes. On a développé un outil qu'on n'a pas présenté ici qui s'appelle Filino, qui est disponible sur GitHub, qui veut dire fignolage des données LIDAR pour les inondations. Et donc c'est une donnée qui est très précieuse. En particulier, elle permet, enfin, dans le sud de la France, il y avait quand même une couverture déjà qui était assez importante en termes de LIDAR, mais sur beaucoup de zones, en fait, elle permet de couvrir l'ensemble de bassins versants, et c'est vraiment ce qui manquait pour travailler sur des aspects qu'on appelle plus de ruissellement ou de bassins versants. Donc oui, on utilise le LIDAR HD d'hygiène. Dernière question pour ensuite passer à la présentation suivante. Ces travaux ont-ils servi à mettre à jour la cartographie officielle des zones inondables? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par cartographie officielle des zones inondables, parce qu'il y a plusieurs cartographies. Donc, il y a des cartographies européennes, il y a des cartographies de l'État, il y a des cartographies des collectivités. Au niveau des collectivités,
Il y a des endroits où en fait, au niveau de certains secteurs, il y a des endroits où notre cartographie va servir de référence. Et normalement, notre cartographie devrait servir de référence au niveau national pour une cartographie nationale. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une méthode qui est en développement, donc elle est récente, ça date de 2020, mais l'objectif c'est que ce sera pas l'ensemble du territoire et pour tous les types de cartographie, mais que sur un certain nombre, ça puisse aider à cartographier le territoire de manière plus rapide et plus efficace. Ben oui, c'est un des objectifs. Merci beaucoup pour votre présentation et pour la réponse aux questions. Du coup, on va passer à la présentation d'Olivier Perastre, perspective pour l'anticipation des inondations par débordement de petits cours d'eau et ou ruissellement. Moi, je vais vous parler d'un sujet complémentaire qui concerne les problématiques d'anticipation des phénomènes d'inondation en focalisant plutôt sur des phénomènes d'inondation de petite échelle, donc débordement de petits cours d'eau ou phénomènes localisés de ruissellement. Et donc ma présentation, ça va être un tour d'horizon à la fois des avancées de la recherche au cours des dernières années et puis des potentiels développements opérationnels correspondants. Donc moi, je m'appelle Olivier Perastre, je suis chercheur, je travaille à l'université Gustave Eiffel à Nantes, dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Eau Environnement. Je suis hydrologue, je travaille exclusivement sur les questions de risque inondation, avec des terrains d'application qui sont beaucoup situés en Occitanie, comme vous allez le voir par la suite. Voilà, donc le sujet que j'évoque dans ma présentation, c'est le sujet sur lequel je travaille de façon continue depuis assez longtemps maintenant. Donc on parle d'inondations plutôt de petite échelle, donc des phénomènes de crues localisés sur des petits cours d'eau ou des phénomènes de ruissellement qui concernent l'ensemble du territoire avec des phénomènes d'inondation qui sont problématiques parce qu'ils sont rapides, intenses, potentiellement dangereux, des risques qui sont un peu disséminés sur le territoire, qui sont souvent mal connus et qui sont souvent pas couverts par des dispositifs d'observation et avec des capacités d'anticipation très peu limitées. Et donc les contributions recherche de l'université dans laquelle je travaille, ça porte à la fois sur la connaissance et la caractérisation de ces phénomènes, donc la collecte de jeux de données, et puis derrière ça porte sur des chaînes de simulation numérique qui permettent d'anticiper ces phénomènes. Donc je vais commencer par un petit focus rapide, mais avant d'en venir à l'anticipation sur les produits en termes d'observation. Donc, ça fait plus de 20 ans, en fait, que les laboratoires de recherche qui travaillent sur ces phénomènes de crues éclairs ou de crues rapides se sont fédérés dans un observatoire de recherche qui s'appelle l'Observatoire hydrométéorologique méditerranéen Cévennes-Vivarais, avec pour objectif de compléter les jeux de données sur ces phénomènes de crues éclairs. Donc c'est souvent des crues qui se produisent sur des cours d'eau non instrumentés ou qui détruisent les systèmes d'observation. Et donc ce qui est fait dans cet observatoire, c'est qu'on organise de façon assez systématique des campagnes d'enquête post-événement pour reconstituer des jeux de données aussi détaillés que possible sur les débits de pointe qui ont été atteints sur les différents cours d'eau touchés par chaque événement. Donc on arrive avec ces campagnes à reconstituer des jeux de données, y compris sur des cours d'eau non instrumentés. Et donc la petite carte de France là que vous avez sous les yeux présente un peu le bilan de ce qui a été produit. On en est à quasiment 500 valeurs d'estimation de débit, dont beaucoup se situent sur le territoire de l'Occitanie. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous parle depuis l'Ardèche. On réalise cette semaine une enquête dans l'Ardèche suite aux crues qui se sont produites en octobre dernier, qui ont inondé notamment la ville d'Annonay et de Rive-de-Gier. Donc là, je vous donne une petite illustration de ce que donnent ces jeux de données. C'est un événement qui est en Occitanie, c'est les crues d'octobre 2018 qui ont touché le bassin intermédiaire de l'Aude. Donc sur la carte, vous voyez les petits triangles verts correspondent au débit fourni par les stations hydrométriques sur cet événement, et puis les petites pastilles
rondes en bleu, c'est des estimations de débit de pointe qui ont été produites après l'événement et qui permettent d'avoir une vue détaillée des contributions des différents affluents à la crue du cours principal de l'Aude. Donc ça, c'est des jeux de données qui sont assez précieux pour nous parce que ça nous permet derrière de développer un certain nombre de travaux, notamment en modélisation hydrologique, hydraulique, pour développer les chaînes de prévision dont je vais parler par la suite. Ces jeux de données aussi, ils permettent, quand on les synthétise dans des graphiques qui ressemblent à ce que vous avez sous les yeux, ça permet de comparer aussi les événements entre eux du point de vue de leur intensité. Voilà, ce qui permet de montrer, là c'est un exemple de la tempête Alex qui a touché les Alpes-Maritimes en octobre 2020. Ben voilà, on se rend compte après ces campagnes, on arrive à positionner les événements les uns par rapport aux autres, ce qui a permis de dire par exemple que la tempête Alex, en termes de débit de pointe, se situait assez loin des records connus sur le territoire français, même si c'est un événement qui a été extrêmement dommageable. Et les records à l'heure actuelle, en termes d'intensité de débit, ils se situent plutôt dans la région Occitanie, dans le secteur des Cévennes. Voilà, donc j'en arrive à la deuxième partie de ma présentation. À partir de ces jeux de données et en collaboration avec beaucoup d'autres laboratoires de recherche, on développe depuis je dirais une petite dizaine d'années des travaux sur l'anticipation. Et donc là, je vais vous présenter quelques exemples de résultats qui ont été obtenus dans deux projets de recherche, un qui s'appelle PIX et l'autre qui s'appelle Muffins. Donc des projets qui ont quand même une vocation assez opérationnelle puisqu'ils intègrent en fait des partenaires qui sont le réseau Vigicru et la Caisse centrale de réassurance. Et donc l'objectif de ces projets, ça a été de voir comment on pouvait faire mieux en termes d'anticipation que les chaînes opérationnelles actuelles. Et donc les chaînes opérationnelles actuelles qu'on a pris pour référence, c'est la chaîne Vigicru Flash, voilà, qui travaille à partir d'observations de pluie radar et qui permet de qualifier les risques de dépassement de débit sur un ensemble de petits cours d'eau non instrumentés. Et donc, ce qu'on a fait dans ces cours d'eau, c'est dans ces projets, on a regardé dans un premier temps si on pouvait améliorer l'anticipation en travaillant à partir de prévisions de pluie à courte échéance. Et on avait regardé également si on pouvait développer en aval de ces chaînes des descriptions des zones inondées sur les petits cours d'eau couverts et aller jusqu'à une description des impacts potentiels. Avec voilà tout un tas de questions sur les incertitudes et quel type d'information délivrée, avec quel niveau d'incertitude et quelle utilisation possible pour des utilisateurs. Donc, je vais vous balayer un certain nombre de résultats qui ont été obtenus dans ces projets. Donc, premier résultat, ça concerne la possibilité de mieux anticiper ces phénomènes. Donc, on a vraiment une grosse problématique d'anticipation sur ces phénomènes de petite échelle qui sont liés en général à des événements pluvieux intenses très localisés et dont on a du mal à anticiper précisément la localisation. Et donc là, on a regardé si en mobilisant des prévisions de pluie à courte échéance, donc quelques heures à l'avance, on arrivait quand même à anticiper à peu près correctement la localisation de dépassement de seuil de débit. Et donc la carte que vous avez sous les yeux en bas à gauche, là, correspond au cru de l'Aude à nouveau en 2018, où on a pu montrer que on pouvait avoir quelques heures à l'avance une relativement bonne détection des dépassements d'un seuil de débit, par exemple de période de retour 10 ans, et que cette anticipation, elle se faisait quand même au prix d'un certain nombre de fausses alarmes qui se situent en général en bordure de la zone intense. Et on a pu, c'est le graphique de droite, qualifier en fait le gain en anticipation qui se situe de l'ordre de typiquement quelques heures par rapport à des produits qui fonctionnent à partir de pluie observée. Voilà, donc possibilité d'anticiper un peu plus, moyennant bien évidemment un peu d'incertitude et donc le fait d'accepter qu'on a un certain nombre de fausses alarmes. Et puis on a étendu ce travail
un produit, donc en augmentant le nombre d'événements sur lesquels on produisait l'évaluation, puis en utilisant des scores qui ont une portée statistique un peu plus robuste. Et donc, ce qui a permis de montrer qu'il y a un produit opérationnel à l'heure actuelle à Météo France qui s'appelle PIAF. Alors, PIAF, ça veut dire prévision immédiate agrégée fusionnée. Il y a une version probabiliste de ce produit qui a à échéance 3 heures et qui permet d'obtenir des bons résultats en anticipation, ou du moins des résultats qui sont globalement supérieurs à ce que donnent les produits de prévision déterministes du type par exemple Arome prévision immédiate. Voilà, donc ça c'était sur le volet anticipation. Donc on a pu montrer que voilà, on commence à avoir des produits intéressants en prévision de pluie, des produits opérationnels qui permettent de faire des choses intéressantes en anticipation à courte échéance. Et ensuite, on va passer au volet aval de la chaîne. Donc l'idée là, c'était vraiment une fois qu'on a prévu des dépassements de seuil de débit, d'être capable de donner des informations sur quelles vont être les zones inondées et surtout quels impacts potentiels on peut attendre voilà, en lien avec les dépassements de seuil de débit qui sont prévisibles à une échelle, on va dire, régionale. Donc, on a commencé pour ça à travailler sur des travaux de cartographie. Alors là, je vais passer un peu vite parce que la présentation d'avant a quand même donné un bon aperçu de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en termes de cartographie automatisée. La conclusion de ces travaux, c'est qu'on a effectivement des approches hydrodynamiques 2D qui permettent d'atteindre un bon niveau de précision, voilà, moyennant des temps de calcul qui sont relativement importants, mais des approches automatisées et donc qui peuvent être implémentées sur des grands territoires. Et donc pour prouver ça, on a fait un premier essai où on a par exemple fait des scénarios d'inondation sur tous les petits cours d'eau de l'arc méditerranéen à une résolution de 5 mètres et avec 8 scénarios d'inondation de 2 ans à 1000 ans. Donc ça c'est un premier travail de cartographie qui couvre 20 000 kilomètres de cours d'eau avec un haut niveau d'automatisation, bien sûr, derrière, donc de simplification et donc des incertitudes. Et donc on a essayé d'évaluer la qualité de ces cartographies. Et on a pu identifier notamment que il y avait encore quelques efforts à faire sur les données d'entrée, notamment sur les MNT. Donc là, on travaillait à l'époque encore à partir des données du RGE ALTI. Voilà, aujourd'hui, le LIDAR HD arrive et donc on a espoir qu'on arrivera à faire un saut en qualité. Mais en tout cas, on a pu identifier d'ores et déjà qu'en faisant un pré-traitement de ces MNT, on a un net gain en précision. On avait initialement des scénarios en faible période de retour qui avaient tendance à être trop débordants et on arrive à corriger ce biais en travaillant la donnée topographique d'entrée. Voilà. Et une fois qu'on a... Donc, bien sûr, ces scénarios d'inondation, on peut les connecter tronçon de cours d'eau par tronçon de cours d'eau à des prévisions de débit, ce qui va donner une idée de l'emprise inondée associée à des prévisions. Et derrière ça, on peut faire des calculs d'impact. Ces calculs d'impact, ils sont bien évidemment incertains. Et donc, on a essayé de regarder quelle utilité ces prévisions d'impact avec entachées d'incertitude pouvaient avoir pour un utilisateur. Donc, l'exemple qu'on a pris dans ce travail-là, c'est par exemple un SDIS qui va vouloir déclencher de façon anticipée des interventions de secours ou du prépositionnement d'équipes sur un territoire départemental. Donc, on a simulé en fait ce qui pouvait se passer avec une modélisation qui s'appelle une modélisation multi-agent dans le cas où le SDIS déclencherait ses interventions à partir de prévisions d'impact fournies par nos chaînes de modélisation. Et on a pu identifier que sur l'événement de l'Aude en 2018, on aurait eu un gain d'efficacité en utilisant des prévisions en entrée des prises de décision. Donc ça, on est plutôt sur des travaux amont, on est encore relativement loin de l'application, mais c'est des débuts pour essayer vraiment d'illustrer la plus-value potentielle de l'anticipation, même quand elle est entachée d'incertitude. Et puis un dernier exemple, donc là c'est des travaux qu'on a menés sous forme de jeux sérieux avec des acteurs opérationnels, des collectivités,
des gestionnaires locaux du risque, on a essayé de simuler les décisions d'une cellule de crise à partir de prévisions d'impact qui étaient fournies par nos chaînes hydrométéo. Ces prévisions, elles avaient pour caractéristique d'être probabilistes. Donc, on avait plusieurs scénarios avec à chaque fois différentes probabilités de dépassement de ces scénarios, et on a regardé comment des utilisateurs pouvaient arriver à produire des décisions à partir de ces scénarios probabilistes. Voilà. Je termine avec quelques perspectives des travaux en cours. On travaille à l'heure actuelle sur des validations à plus grande échelle de ces chaînes de prévision pluie débit impact, avec une thèse qui travaille sur tout l'arc méditerranéen et qui est en train de rejouer une chronique continue de 10 ans. Et puis on travaille aussi sur des chaînes de prévision dédiées à des phénomènes encore plus localisés de ruissellement urbain, avec une thèse qui prend comme cas d'application la ville de Marseille. Et puis, en lien avec le réseau Vigicru, on commence à travailler sur des échéances de prévision plus lointaines, puisque le réseau Vigicru a pour projet d'étendre la vigilance crue à l'ensemble des petites cours d'eau, ce qui nécessite un niveau d'anticipation qui va attendre 24 heures. Et donc, on commence à travailler en lien avec le réseau Vigicru sur ces échéances de 24 heures qui sont quand même assez ambitieuses quand on parle de phénomènes d'inondation de petite échelle. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Et bien sûr, je serais ravi de répondre à vos questions, si vous en avez. Merci Olivier. Présentation très, très intéressante. Est-ce que le maillage territorial des stations de mesure est suffisant pour répondre à alimenter tous ces modèles probabilistiques et en cas d'épisode extrême? Non, le maillage est notoirement insuffisant. C'est bien ce qui fait toute la difficulté du développement de ces chaînes. Ces chaînes de modélisation, elles sont, je dirais, bien avancées en général sur les cours d'eau sur lesquels on a des longues chroniques d'observation. Mais quand on parle de crues éclairs, encore plus de ruissellement, souvent on parle de cours d'eau sur lesquels on n'a aucune référence, aucune chronique de débit. Donc c'est l'objectif d'une part des campagnes post-événement qu'on réalise, qui permettent d'avoir une vision un peu plus complète de l'événement. Et puis, une fois qu'on a cette vision un peu plus complète de l'événement, on peut faire travailler avec des modèles hydrologiques qui vont permettre de reconstituer le scénario de l'événement, y compris sur des cours d'eau sur lesquels on n'a aucune information. Mais bien évidemment, plus on collecte d'informations de terrain, plus le scénario hydrologique qu'on va reconstituer à partir d'un modèle va être précis. Et donc ça a été par exemple le cas dans l'Aude. Si tous les travaux que je vous ai montrés, ils se sont basés sur un scénario hydrologique reconstitué d'après toutes les informations qu'on avait pu collecter. Merci. Alors, je vois une autre question. Existe-t-il un service opérationnel commercialisé exploitant ces technologies? Alors, déjà sur les entrées pluviométriques, dans les produits qu'on a testés, certains sont des produits opérationnels Météo France. Quand on parle de Piaf, c'est un produit qui tourne sur les chaînes temps réel de Météo France et donc qui est donc valorisable. Ensuite, les partenaires de ces projets, je vous ai dit que dedans il y avait le réseau Vigicru, donc là ces produits ou ces technologies, elles vont vraisemblablement diffuser en premier lieu dans les services développés par Vigicru. Donc, par exemple, il est assez vraisemblable que dans des délais que je maîtrise pas, mais que d'ici quelques années, on voit apparaître un service Vigicru Flash qui travaillera plus à partir d'observation de pluie, mais qui travaillera à partir de prévisions de pluie à courte échéance pour améliorer l'anticipation.
Et puis derrière ça, il y a des. Je vous ai dit qu'il y avait une réflexion en cours à l'heure actuelle dans le réseau Vigicru sur une vigilance crue à 24 heures qui couvrirait tous les petits cours d'eau. Pour développer cette vigilance crue, il sera à un moment probablement utile d'avoir des informations sur les zones inondables potentielles associées à ces petits cours d'eau. Et là encore, les méthodes qu'on développe, elles ont vocation à un moment à servir à ces applications opérationnelles. Voilà. Donc on n'est pas encore tout à fait dans l'application opérationnelle, mais selon le type de service, on s'en rapproche assez fortement. Mais il est assez vraisemblable que le déploiement opérationnel passera, je pense, d'abord par les services Vigicru. On va passer donc à la dernière présentation de Grégory Agen, vision prospective des plages du parc naturel marin du Golfe du Lion et simulation du risque de submersion marine par imagerie satellite. Donc bonjour à tous. Moi je suis Grégory Agen, je suis chargé de mission usage industriel et aménagement maritime au parc naturel marin du Golfe du Lion, qui est une entité dépendante de l'Office français de la biodiversité. Faut que je clique sur l'autre écran. Voilà. Très rapidement, là, ce matin, je comptais vous présenter d'abord le parc marin, son périmètre, sa gestion, qu'est-ce que c'est, mais ensuite tous les suivis satellites qu'on a pu opérer au sein du parc. Faire un petit focus sur l'évolution du littoral de la côte rocheuse à 2050, la fameuse étude prospective. Ensuite, un petit point sur la valorisation des résultats des différentes études qu'on a pu mener, et on va terminer avec un petit jeu sérieux là sur le risque de submersion. Donc le parc marin, je vais pas rentrer dans les détails bien évidemment, mais contrairement à ce qui a été vu tout à l'heure, en fait, nous on va se retrouver de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que vous étiez sur des questions d'inondation, donc de l'eau sur la terre, on aura exactement la même chose finalement avec la mer qui va rentrer sur les terres régulièrement. Donc ce qu'on peut regarder un petit peu, c'est notre territoire, notre superficie de territoire. On a un territoire qui fait 4000 m², on est une aire marine protégée, on a 100 km de côte, avec une diversité comme qui est marquée, avec 35 km de côte rocheuse et 60 km environ de côte sableuse. Donc on a deux littoraux qui sont quand même assez différents et comme vous pouvez voir, une surface en mer qui est assez importante et conséquente. On a par décret des objectifs de gestion, dont notamment la connaissance du milieu marin, comme vous pouvez voir là sur le petit carré un petit peu vert. Tout ça est matérialisé dans notre plan de gestion, ce qui nous permet d'avoir toute cette capacité à pouvoir mener ces projets. Très rapidement, donc, dans notre plan de gestion, on va pouvoir retrouver nos indicateurs, avec notamment, je ne vais pas rentrer dans le détail des indicateurs bien évidemment, mais des problématiques qu'on peut voir, qui nous ont été signalées dès le départ, le problème de submersion marine. Deux exemples ici marquants, Argelès-sur-Mer et Sainte-Marie, et des difficultés des fois à pouvoir faire réaliser des suivis lorsqu'on est en pleine tempête et le problème de submersion. Si on regarde un peu les conséquences de certaines submersions, on peut voir que l'eau peut rentrer quand même assez loin dans les terres des fois, en bord de plage, et également des problèmes directement aussi sur des infrastructures et la voirie. Donc on a bien intégré cette problématique de l'érosion de la submersion dans notre plan de gestion. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, des suivis satellites, donc on a eu recours plusieurs fois à l'outil satellite. Pourquoi? Parce que ça nous permet comme de couvrir une superficie assez intéressante, assez rapidement finalement, et pour des coûts qui sont abordables, qui sont supportables. Et donc on a voilà plusieurs exemples ici. Je les ai listés, mais on va très rapidement les survoler. D'abord un suivi environnemental par satellite sur l'ensemble du littoral, avec tout ce qui est trait de côte, jet drill, donc c'est quelque chose qui est assez classique, mais on l'a produit donc sur la côte sableuse, mais également sur la côte rocheuse, en distinguant bien évidemment les plages qui sont sur la côte rocheuse et les falaises, avec certaines difficultés bien évidemment quand il s'agit de falaises et de plages de poche, où l'outil satellite peut avoir quand même un petit peu des difficultés de temps en temps, mais malgré tout un résultat qui est assez intéressant. Ce suivi a été réalisé de 2018 à 2024 pour l'instant et on le prolonge jusqu'en 2028. Vous pouvez voir ici quelques exemples. Ça nous permet également de suivre l'évolution de trait de côte. Donc, c'est à voir si le trait de côte avance ou recule sur les secteurs avec une couverture qui est de l'ensemble de notre territoire.
On a d'autres exemples, hein, plus bathymétriques, mais je ne vais pas rentrer du tout en détail parce qu'on est vraiment dans le milieu marin, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Mais on peut voir quand même que l'outil satellite nous permet de répondre à pas mal de nos questions et de nos interrogations, et notamment sur la bathymétrie des petits fonds, c'est quelque chose un peu novateur. Voilà, ça nous renseigne quand même sur pas mal de choses assez intéressantes. On a également pu établir la cartographie des habitats dunaires, donc 2 exemples, 2018-2024, et le taux de végétalisation de ces dunes. Alors, c'est intéressant pour nous parce que c'est quand même un des premiers remparts contre la submersion, la dune. Voilà, pareil de période. Et si on rentre un petit peu plus loin, l'outil satellite nous permet d'avoir beaucoup plus grand, finalement, à l'échelle de toute la Méditerranée, enfin du Golfe du Lion, pardon, et de voir des suivis, par exemple, de MES, de chlorophylle, voilà, tout un tas d'indicateurs qui sont essentiels pour nous. On va rentrer un petit peu plus dans un exemple plus concret, donc c'est l'actualisation des connaissances de l'érosion des côtes entre 1942 et 2019, donc tout a été fait par vue d'avion ou par vue satellitaire. Donc là, c'est un petit graphique, mais qui permet de présenter rapidement et succinctement tous les résultats qu'on a pu avoir sur via cette étude-là, et notamment, donc, vous pouvez voir l'avancée et le recul du trait de côte, et sur un même graphique, on peut voir l'impact des tempêtes directement et l'influence que peut avoir ces tempêtes, même sur des toutes petites plages comme nos plages de poche. L'étude prospective du littoral des plages à l'horizon 2050, ça c'est quelque chose d'hyper important, et notamment dans le cadre de la gestion de nos plages. Et là, on va voir très rapidement ce qu'on a fait d'abord, ce qu'on a demandé à notre partenaire, c'est d'avoir une actualisation des données de trait de côte de 2010 à 2020, alors quelque chose de très précis, très fin, toujours par satellite, hein, et de fournir une tendance prospective à 2050. Alors comment est-ce que ça se fait? Ça c'est assez facile, je mets les gros guillemets bien sûr à facile. D'abord, il a fallu calculer la régression linéaire. Ils ont utilisé la méthode d'ESAS, qui est un petit plugin d'ArcGIS. Si on regarde un petit peu comment est-ce qu'ils ont réalisé ça, d'abord, ils ont tracé une ligne de référence en arrière-rivage. Là, c'est le gros trait jaune, qui est complètement arbitraire et aléatoire, mais qui ressemble un peu au rivage. Ensuite, ils ont matérialisé les différents traits de côte à partir d'images Pléiades. Voilà. Ensuite, ils ont créé des transects perpendiculaires à cette ligne de référence et au trait de côte. Ils en ont créé un tous les 20 mètres. Et puis, tout simplement, ils ont mesuré la distance entre la ligne de référence et les différents traits de côte matérialisés. Voilà, ça a permis d'avoir une première valeur de taux de variation de nos plages. Donc, vous pouvez voir là sur l'exemple, on a de nombreux points, hein, tous les 20 mètres, on peut connaître du coup cette variation du trait de côte. Ensuite, il a fallu multiplier cette variation, ce taux, en fonction du nombre d'années. Donc, on a fait l'étude en 2020, on voulait une projection en 2050, donc on a multiplié par les 30 années de notre étude. Voilà. La formule utilisée, je vais passer très très vite dessus, mais vous voyez qu'elle est assez complète. Elle va reprendre donc la valeur de recul qu'on vient de calculer. Elle va également prendre la valeur d'élévation du niveau de la mer définie par le GIEC. Elle va également prendre la valeur de la pente de plage. On va mettre tout ça dans une formule mathématique et ça va nous permettre d'avoir une visualisation d'un trait de côte à 2050. Alors, bien sûr, cette matérialisation, elle comporte des erreurs, hein. On a une zone tampon dessus, comme vous pouvez voir là sur le graphique. Mais malgré tout, ça nous donne comme des enseignements, et notamment, et là c'est intéressant, c'est par rapport aux communes, l'intérêt des communes et les réseaux qui sont à proximité des plages. Donc là, vous pouvez voir, on est sur la commune de Collioure. On peut voir par exemple que le trait de côte à 2050, y compris sa zone tampon, hein, bien sûr, mais peut venir taper quand même dans les réseaux d'eau potable ou d'assainissement à des périodes avant 2050, quoi, finalement, en fonction des coups de mer ou des coups de tempête qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'est essentiel pour une collectivité de savoir que entre 2032, par exemple, et 2058, les réseaux ici matérialisés en orange et en bleu pourraient être mis à nu sur ces plages-là. Et donc, ça peut générer des coûts aussi pour les collectivités en termes de gestion de leur réseau. Une petite vue prospective là, de ce que ça pourrait donner, donc in situ, qu'est-ce que ça donnerait sur une plage, cette évolution de trait de côte. Donc on peut voir quand même que la surface de plage elle va être considérablement amoindrie, ce qui là on vient de voir des conséquences sur les réseaux, mais ça aura aussi des conséquences
pour les collectivités en termes de tourisme, parce qu'ils pourront accueillir du coup moins de touristes sur leur plage. Alors attention, j'ai fait un petit abracadabra, j'ai fait un petit montage. Voilà ce que donnerait la plage en 2050. Alors un peu mieux, pas toujours, voilà, ça donnerait quelque chose qui ressemblerait à ça. Comme je vous montrais tout à l'heure, hein, les premiers stigmates, on les a déjà sur les tempêtes, et la submersion marine, elle a déjà des conséquences marquées sur nos territoires. En conclusion de cette étude, ce qu'on peut voir, c'est que tout le littoral finalement a quelque part une tendance à un recul de ce trait de côte. Par contre, ça reste expérimental comme étude, et donc on a quand même besoin de préciser ça. Donc tout l'intérêt de continuer à suivre notre trait de côte année par année et de venir affiner ces données-là au fur et à mesure que les années avancent. Voilà, je signale également que ce travail a été fait sur la côte sableuse également par l'Obscat, l'Observatoire de la côte sableuse catalane. Donc on a la totalité du linéaire du parc qui finalement est couvert par ce type d'études. Ensuite, j'arrive à la valorisation de ces résultats, de toutes ces études. Alors, mon collègue qui devait m'accompagner aujourd'hui est absent pour malheureusement des obsèques, donc je vais le faire pour lui. C'est pas très grave. Donc il travaille à la communauté de communes Albert Côte-Vermeille Libéris, il a la compétence GMAPI, donc cette étude pour lui était super intéressante. Pour essayer justement dans le cadre de son travail GMAPien pour essayer de prioriser un petit peu certains travaux. Donc il a demandé à son service SIG de développer une application web afin d'avoir un tableau de bord dynamique de l'ensemble de ces résultats qu'on a pu obtenir à travers cette étude trait de côte à 2050, et de pouvoir voir notamment, comme vous pouvez voir sur je sais pas si on voit ma souris, peut-être pas, faut que je change d'écran non plus, bon c'est pas grave. Donc c'est surtout de pouvoir matérialiser la vulnérabilité des ouvrages pour l'ensemble de sa collectivité et d'avoir finalement un outil d'aide à la décision pour les élus à travers quelque chose de très simple. Vous allez voir que son service SIG a très bien travaillé avec un tableau de bord des aléas d'érosion à 2050. Voilà, hop, je suis allé un peu vite, il a eu des animations, c'est pas grave. Donc c'est en ligne, c'est un document qui est en ligne, c'est une plateforme web en ligne, pardon, sur laquelle on peut voir donc quasiment, on peut faire une sélection par plage pour essayer de voir sur sa plage quel est le taux de recul, quelle est la position de trait de côte projetée à 2050, et si on va encore sur la suivante, voir également les impacts qu'on pourrait avoir sur les bâtiments ou également, par exemple, sur les infrastructures qui passeraient à proximité, comme les réseaux d'eau ou les réseaux d'eau potable ou d'eau usée. Voilà. Il signale également que grâce à ça, du coup, ça a permis d'avancer. Et par exemple, la commune de Port-Vendres a décidé de s'inscrire sur le décret-liste des communes sujettes à l'érosion côtière. De notre côté, on a également développé une plateforme web pour pouvoir visualiser les images satellites qu'on a acquises pendant toutes ces études-là. Donc vous pouvez voir sur la plateforme, on peut visualiser donc nos données Pléiades et nos données Sentinelle, avec la possibilité de pouvoir régler l'opacité bien sûr de l'image chat, mais également le gain, le gamma. On peut également jouer sur le type de couleur. Là, vous pouvez voir à l'écran, c'est une image couleur naturelle, mais en cliquant sur le petit menu déroulant, on peut voir l'image satellite en NDVI par exemple. On a également un petit sélecteur de temps, de calendrier et de couverture nuageuse, parce que nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir le moins possible de couverture nuageuse pour pouvoir voir notre littoral. Donc voilà, on a cette possibilité-là. Les différents indicateurs qui sont visibles et matérialisables, c'est tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, finalement, que ce soit le trait de côte, les surfaces de plage, les berges sédimentaires, ou la végétation dunaire. Donc, tous ces résultats sont présents sur la plateforme en ligne sur le Lithosat. Et je conclurai cette petite présentation par Lithosim, qui est un jeu sérieux, un serious game au service de la gestion. Donc c'est une plateforme, c'est un petit jeu sérieux de simulation participative pour la sensibilisation des acteurs de l'aménagement du littoral face au risque de submersion marine. Donc on a demandé à nos collègues qui ont développé l'outil de l'adapter en fait à la Méditerranée en développant un module complémentaire de dérive sédimentaire qui n'avait pas dans le projet initial, qui était développé pour l'Atlantique.
qui intègre le stock sédimentaire, le transit sédimentaire, l'impact des nouveaux ouvrages, etc. Donc vraiment quelque chose qui soit adapté à notre territoire. Et on leur a également demandé de nous faire une version alternative qui sera un peu plus adaptée au grand public, donc qui va être moins, comment dire, fiable et précis dans la simulation de submersion, mais qui va être plus facilement mobilisable auprès du grand public, auprès d'élus, pour les aider à prendre des décisions éclairées. Les données qui ont permis de réaliser cette mise à jour, là, de ce jeu sérieux, bah, c'est tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, hein, les données de suivi SAT, là, le suivi environnemental par satellite, les données de l'OBSCAT également pour la partie côte sableuse, et nos collègues du CEFREM, l'Université de Perpignan, qui met à disposition tout ce qu'ils ont pu réaliser comme suivi sur ce littoral. Donc beaucoup de satellites quand même, et un peu de lidar aéroporté. Donc, ce sont nos collègues de l'Université de La Rochelle qui ont développé cette plateforme-là, et donc elle permettra de faire jouer 4 équipes différentes, une équipe municipale, une équipe qui est plutôt au niveau des secteurs d'activité économique. Donc là, je suis arrivé au terme de la présentation au niveau du temps. Donc je conclue avec les résidents permanents et les associations environnementales pour le 3e équipe. Et enfin, la dernière équipe qui représentera les services de l'État et les scientifiques. Donc chacune des équipes devra défendre ses activités ou ses intérêts, et aura la possibilité d'envisager son littoral voilà, face au risque d'érosion et de submersion. Donc quelques visuels très rapidement. Chaque équipe aura la possibilité de mettre des ouvrages différents, comme vous pouvez voir là, sur les 2 diapos, hein, ou différents types d'habitats. Et donc, il y aura plusieurs tours de jeu, et à chaque fois, le littoral viendra évoluer en fonction des aménagements qui auront été décidés. Et donc, le risque de submersion sera matérialisé à l'intérieur en fonction des décisions d'aménagement. Voilà, très rapidement dessus. Et je conclus avec quelques petites images de nos problèmes d'érosion et de submersion sur nos littoraux, qu'ils soient côte sableuse ou côte rocheuse. Merci. Alors, je vois une première question dans le chat. Seriez-vous intéressé par un suivi régulier par LIDAR et PVA simultané? Alors, je ne connais pas le PVA, par contre, le LIDAR, effectivement, c'est quelque chose qui nous intéresse. Aujourd'hui, on a commencé à faire des suivis photogrammétriques par drone sur la côte rocheuse. Les suivis LIDAR sont réalisés, il y a des suivis LIDAR réalisés sur la côte sableuse, sur la totalité de la côte sableuse par notre collègue de l'Observatoire de la côte sableuse catalane. Et donc voilà, on a cette différence pour l'instant qui est marquée. Et APVA, c'est prise de vue aérienne. Alors effectivement, on a un suivi, je l'ai mis tout à l'heure dans leur... Je peux peut-être remettre la diapo juste. Voilà. Si vous regardez là sur notre Lithosat, vous avez les ressources photographiques. Donc on a réalisé 4 levées de photos obliques, de photos aériennes obliques sur la totalité du littoral à différentes périodes. Donc un post cru, un post inondation, et puis des temps normaux, mais enfin des temps normaux, je veux dire sans événements climatiques, mais avec 5 ans d'écart. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre une question à Frédéric Ponce du CEREMA. Dans l'utilisation des régressions sur les traits de côte, comment vous gérez en fait les incertitudes de chaque prise de vue, la saisonnalité, et est-ce que vous avez des intervalles de confiance en fait de ces analyses statistiques qui sont disponibles? Ouais, tout à fait, ouais. Je sais pas si ça va être visible là, ça va être compliqué sur l'image. Ouais, on ne le verra pas trop là. Mais oui, tout à fait. En fait, ce qui est pris en compte, c'est d'abord c'est une référence, c'est une moyenne de 10 ans. Donc on peut s'interroger, hein, vu qu'on a une série temporelle qui est plus longue que ça. Mais cette série de 10 ans, c'est ce qui reflète le plus normalement l'actualité, le temps actuel, y compris les temps de tempête. Et par contre, ça nous permet de lisser aussi une éventuelle tempête qui arriverait, qui serait unique dans les 10 ans. Donc, on essaye de prendre cette moyenne-là de 10 ans pour essayer de s'affranchir un peu de variations un peu, un peu exceptionnelles. Et on a par contre effectivement
l'imprécision de la donnée, parce que même si Pléiade est quand même assez précis, malgré tout, on a quand même une incertitude sur la position du trait de côte, parce que on peut être sur même si on n'a pas de marée en Méditerranée, on peut être sur un marnage, malgré tout, un tout petit peu différent entre une prise de vue et une autre. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on arrive à cette visualisation là de la zone tampon de plus ou moins 8 mètres, qui vient prendre un peu toutes ces incertitudes. Et on essaye d'affiner ça, c'est-à-dire que chaque année, on va reprendre le nouveau trait de côte et on va essayer enfin pas chaque année parce que c'est un peu long, mais voilà, tous les 2-3 ans, on va reprendre un peu le trait de côte et on va essayer de réaffiner un petit peu cette donnée-là. Après, c'est assez complexe sur la côte rocheuse parce qu'on est sur des plages qui sont assez petites, avec bien évidemment les caps rocheux, là on les voit sur cette image, donc on a quand même une réflectivité de la houle qui est marquée, et c'est vraiment exploratoire encore comme étude sur la côte rocheuse, quoi. Autant sur la côte sableuse on a une certaine assurance des résultats, autant sur la côte rocheuse l'incertitude est quand même beaucoup plus marquée. Bon, alors d'abord je voulais évidemment remercier nos 3 intervenants, parce que ce qui était vraiment très clair dans cette session, c'était l'importance et puis les avancées des traitements des données multisources, pour non seulement pour documenter ces phénomènes d'inondation et de submersion, mais aussi pour proposer réellement des outils effectifs de suivi, de gestion et de communication avec les populations. Donc moi je trouvais que c'était bien parce que ça documente toutes ces propositions, toutes ces présentations, elles ont bien documenté tous ces aspects, et ça c'était un peu l'ambition de cette série de webinaires. Je trouvais que ces 3 présentations, elles documentaient bien tous ces aspects, et je pense qu'elles correspondent sans doute aux attentes à vos attentes en termes d'audience. Voilà. La prochaine session, comme l'avait dit Caroline en introduction, elle sera sur climat et température de l'eau en Occitanie, avec normalement des présentations à la fois sur des données climatiques, d'air, mais aussi de l'eau, de la température de surface des océans et des lacs. Le programme est encore en train de se caler avec des présentateurs qui changent encore un petit peu. On peut déjà s'inscrire à cette session. Voilà, donc on va lancer dès maintenant les inscriptions. Laurette va mettre le lien de l'inscription dans le chat, comme ça si vous voulez déjà vous inscrire, ce sera fait. Voilà, et puis écoutez, puisqu'il nous reste toujours quelques minutes, on peut réessayer de vous donner la main, monsieur Abadi. Alors, est-ce que là, vous m'entendez? Mais sans problème, là on vous entend très bien. C'était moi qui avais un problème. Oui, bonjour à tous, merci pour toutes ces présentations. Alors, j'en profite, puisque je ne sais pas à qui je m'adresse, mais peu importe, le public doit être averti. Ce que je voulais dire, c'est que je réfléchis depuis un moment et j'ai contacté le CEREMA Occitanie pour cela. C'est bien de vous présenter parce que moi je sais que vous êtes de l'Ukraine, mais... Pardon, je suis Philippe Abadi, je suis délégué régional pour la région Occitanie et donc en charge du montage des projets et des relations institutionnelles. Voilà. Donc à ce titre, l'IGN opère des prises de vue aériennes PCRS et je suis chargé d'aller chercher des financements pour tous ces projets, PCRS, LIDAR, suivi du trait de côte, etc., etc. Donc, un de mes objectifs, c'est de refaire un peu ce qui a été fait il y a une dizaine d'années entre l'IGN et le BRGM en Nouvelle-Aquitaine, qui était pour la première fois, on avait imaginé ensemble un suivi du littoral. Alors, c'est peut-être plus facile en Aquitaine parce que c'est relativement droit, mais ça peut être fait aussi en Occitanie. Et l'idée, c'était de profiter du fait qu'il y ait déjà une acquisition LIDAR HD, qu'il y ait des acquisitions PCRS, qu'il y ait des prises de vue aériennes régulières et d'alimenter encore les observatoires en données équivalentes, je dirais, mais peut-être qui viseraient à avoir des mises à jour régulières de LIDAR HD, notamment, en tout cas de données en LIDAR qui se rapprocheraient du LIDAR HD, et de faire en même temps une prise de vue aérienne
concomitante, ce qui fait qu'on aura à la fois le couple image et modèle numérique de terrain et d'élévation à un pas de temps régulier qui pourrait être annuel. Enfin, ça, c'est à décider en fonction des besoins. La Nouvelle-Aquitaine le fait chaque année après le rechargement des cellules sableuses, donc plutôt en octobre-novembre, en fait. Voilà. Et l'idée, moi, je voulais le proposer, avec les acteurs techniques, hein, qui sont le CEREMA, l'OFB, je vois que vous êtes de l'OFB, les observatoires. Donc l'idée, ce serait de réunir un peu tous les acteurs qui sont autour du littoral, tester les besoins et dimensionner le projet éventuel et après le porter ensemble, chercher un chef de file et le porter au niveau du financement FEDER, puisque la région Occitanie finance des données de cet ordre. Voilà. C'est un peu un projet que j'ai dans la tête depuis fin 2023, que j'ai pas trop eu le temps d'initier, mais la région, je sais que la région se renforce au niveau de l'observatoire régional du littoral, et donc je vais commencer à leur en parler à eux aussi. Voilà, donc si dans l'assistance il y a des personnes intéressées par ce projet, elles peuvent m'envoyer un message à philippe.abadi@igene.fr. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. C'est une proposition, hein, mais qui mûrit progressivement, petit à petit. En vous remerciant d'avoir été là jusqu'au bout, et puis en espérant vous voir au moins aussi nombreux en février.